Quand la mer s'agite, on veut aller vite. Notre cerveau s'active, il nous faut une réaction vive. Je pense que tu connais le fameux proverbe « Si tu veux aller vite, vas-y tout seul. Si tu veux aller loin, vas-y à plusieurs. » Mais est-ce que c'est vraiment valable pour quiconque souhaite augmenter son pouvoir ? Est-ce que le pouvoir n'est pas la démarche la plus solitaire de toutes ? Quand il reste quelque chose, il ne reste qu'un seul nom. Napoléon, Jules César, Marc Aurèle. Est-ce que tu serais capable de citer ne serait-ce que 3 des généraux de chacun de ces grands empereurs ? Je ne pense pas, et c'est ça qui nous met le doute, et c'est exactement de ça qu'on va parler dans cet épisode de Pouvoir et Influence, le podcast du dimanche à 10h30 pour aller au bout de tes ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. Mais je pense qu'avant même de rentrer dans l'épisode en tant que tel, il faut d'abord définir le pouvoir. La définition du pouvoir, c'est quand quelqu'un fait quelque chose que sans nous, il n'aurait pas fait. Alors c'est une définition qui est tout à fait personnelle, tu peux en adopter une autre, mais c'est celle qu'on va utiliser dans ce podcast et c'est très important que tu l'aies en tête parce que ça va soutenir toute notre réflexion. Ce qu'on voit dans ce mot, c'est que il y a une notion très collective. Parce que dans la définition, on voit qu'on fait faire quelque chose à quelqu'un d'autre. Et finalement, seul le pouvoir n'existe pas. On va voir ensemble comment démanteler ce paradoxe. Comment réussir à augmenter son pouvoir, mais tout en étant avec les autres, tout en n'étant pas trop avec les autres non plus. Et je pense qu'on va démarrer par une petite comparaison. On va commencer par comparer les avantages d'être seul avec les avantages d'être à plusieurs. Comme ça, on aura l'esprit plus clair sur quels sont les réels enjeux. Et ensuite, dans la dernière partie, je te dirai exactement comment faire pour mêler le meilleur des deux mondes et pour en tirer profit. Donc j'ai envie de commencer tout de suite par les avantages d'être seul. Les avantages d'être seul sont très nombreux et on en est comme privé dans la société d'aujourd'hui, avec ce monde qui va vite, avec les préoccupations, avec les mails qui nous arrivent en permanence. Et c'est vrai que le premier avantage d'être seul et de s'isoler, c'est qu'on a du temps pour soi. On est tout d'un coup libéré des pinaillements et des querelles de clochers. On peut enfin se concentrer sur ce qui est important. On peut enfin se recentrer sur nous, sur nos projets, sur nos apprentissages et sur ce qui compte vraiment. Et je pense que tu l'as remarqué, quand tu pars en vacances, que ce soit tout seul ou en petit comité, en général, tu deviens plus calme, tu deviens plus serein, tu te lèves le matin sans craindre d'avoir dit quelque chose de travers, sans craindre d'avoir 12 000 mails dans ta boîte parce que quelque chose s'est mal passé. Et c'est vrai que ça, ce temps et cet espace mental, on ne peut pas l'avoir quand on est sans arrêt entouré d'autres personnes. Donc premier avantage d'être seul, c'est le temps pour soi. Ensuite, le second avantage, c'est bien sûr la prise de recul. Parce que quand on est bombardé constamment de messages, bombardé de nouvelles priorités qui arrivent dans notre liste en permanence, on a le nez dans le guidon. Et quand on a le nez dans le guidon, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? On ne peut pas faire très exactement tout ce qui a de la valeur. On ne peut pas conceptualiser, on ne peut pas écrire, on ne peut pas proprement réfléchir. Et ça, je pense que tu l'as remarqué. La création, la réflexion, c'est une activité solitaire. On a tous cette image d'Épinal de l'écrivain isolé qui est dans sa maison de campagne, sans internet, sans wifi, parfois même sans eau courante, et qui ne se consacre qu'à une seule chose, l'écriture. Il serait bien en peine de le faire s'il était constamment dans un bourdonnement d'individus comme sur une terrasse de café à Paris. Et on a aussi ces idées un petit peu plus récentes et contemporaines des créateurs d'entreprises qui sont dans leur garage. On connaît tous cette histoire des créateurs de Google ou des fondateurs d'Apple qui ont commencé comme des pecnos dans leur garage, comme des gens qui s'isolaient du monde, qui sortaient de la civilisation pour nous créer quelque chose de génial. Le troisième avantage de s'isoler, c'est pour l'apprentissage. Tu le sais comme moi, le collectif a du bon pour apprendre, mais les bonnes idées passe toujours par un moment solitaire. Et les connexions ne se font toujours que dans un cerveau à la fois. Oui, on peut avoir des bonnes idées qui fusent dans tous les sens, mais si on a juste des idées qui fusent, c'est un simple tas d'idées disparates, un simple amoncellement de choses et d'autres. C'est finalement assez comparable à une décharge. En revanche, le moment où ça devient de l'or, c'est quand il y a un esprit de synthèse. C'est quand une personne se dit et réussit à connecter tous les morceaux dans son esprit et ça devient de l'or. Mais avant qu'une personne n'ait elle-même dans son cerveau fait ce travail, on a juste un tas de débris.
Et donc l'apprentissage et même la bonne décision, si elle a besoin à certains moments de collectif, nécessite absolument un travail individuel. En avant-dernier lieu, il y a bien sûr la création d'idées originales. Comment être original quand tu es sans arrêt baigné dans une culture du tous pareil ? Si tu es sur les réseaux sociaux, tu l'as remarqué, sur LinkedIn, tous les posts se ressemblent. Tous les posts sont là pour des cadres qui essaient de se faire mousser parce qu'ils ont aimé la dernière mode de trottinette électrique. Quand tu es sur Instagram, tu n'as que des gens à moitié tout nus parce qu'ils ont un corps de ouf, parce qu'ils font plein de sport. Et c'est toujours pareil. Tous ces comptes sont exactement les mêmes. Tu as la même photo du verre au coucher de soleil, la même photo de la nana en maillot de bain, la même photo du mec qui montre ses biceps. On a exactement les mêmes choses. Tout ça parce qu'ils sont baignés dans un océan de conformisme, ce qui les empêche de se démarquer. Et donc si tu veux avoir des idées originales, se couper un petit peu du monde, réussir à en sortir, devient essentiel. Le dernier avantage qu'il y a à être seul et à s'isoler, c'est celui du mystère. On en a parlé dans le dernier épisode du podcast, c'était l'épisode 17. Si tu veux voler au-dessus de la foule, tu ne peux pas être dedans. C'était une citation de Napoléon avec laquelle j'avais commencé le dernier podcast. Alors je ne l'ai pas sous les yeux. C'était « Si le peuple me voit trop au théâtre, il ne me remarque plus ». C'est quelque chose dans ce genre-là, mais qui était un petit peu mieux dit. Et finalement, c'est bien ça que ça veut dire. C'est que si au bout d'un moment, tu ne réussis pas à t'extraire de la masse, à devenir plus singulier, on ne te remarquera plus jamais. Alors là, attention, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 17 en entier, parce qu'il y a bien sûr des nuances. Tu ne peux pas voler au-dessus de la foule en étant juste absent, parce qu'il faut déjà que quelqu'un puisse remarquer ton absence. Donc voilà, toutes ces petites clés-là, je les ai données dans le dernier épisode, et je ne vais pas revenir dessus. Mais évidemment, là, je t'ai donné plein de points positifs et peut-être que tu te dis, non mais attends, Lucien, on se calme, moi je vois plein d'avantages à être en collectif, je vois plein de choses qui sont vraiment hyper positives quand on est ensemble et je me verrais pas du tout bosser tout seul. Ne t'inquiète pas, on y arrive. Justement maintenant, je veux te souligner quels sont les avantages d'être dans la masse, d'être dans la foule et d'être dans un collectif pour te permettre de mieux avancer. Et finalement, juste après, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour conserver les avantages de l'un et de l'autre, comment être avec les autres tout en sachant s'extraire, prendre du recul et réfléchir, pour nous permettre de gagner en pouvoir, pour nous permettre de gagner en influence, pour nous permettre de réussir à devenir meilleur. Donc maintenant, je rentre dans la partie des avantages de se mêler à la foule, des avantages d'être dans ces moments collectifs. Le premier avantage évident est une cause anthropologique. Ça vient tout droit de la chose qui fait que l'être humain est devenu supérieur, que l'espèce humaine est devenue supérieure. Si tu lis le livre Sapiens de Yuval Noah Harari, tu devrais le trouver très facilement parce que c'est un livre qui a eu un retentissement mondial. Il nous raconte que la supériorité humaine ne vient certainement pas d'une force physique. Je crois qu'un chimpanzé du même poids que nous, ou un gorille du même poids que nous, a une force 7 ou 9 fois supérieure. Donc je sais pas si tu imagines le truc, un gorille ça fait 200 kilos, et déjà s'il faisait 70 kilos comme toi, eh bien il aurait 7 fois plus de force. Donc je te laisse faire les calculs ensuite, un petit produit en croix, pour savoir à quel point un gorille est plus fort que toi. Ensuite, on est intelligent, mais pas non plus d'une intelligence qui est complètement supérieure aux autres. Tu connais les histoires des pieuvres, etc. Et finalement, ce que Yuval Noah Harari nous dit dans Sapiens, c'est que la supériorité de l'espèce humaine s'est forgée sur un seul caractère, et sur une seule caractéristique, c'est notre aspect social, notre capacité à former des groupes, à se mettre ensemble autour de mythes communs pour avancer dans la même direction. Et là, je pense que tu le vois tout de suite. Si tu es seul, si tu restes dans ton coin, si tu t'isoles, tu perds cet avantage qui pourtant est le plus grand avantage de l'être humain, qui est ce sur quoi est basée toute l'espèce et toute notre supériorité en tant qu'espèce. Le second avantage d'être avec les autres et pas isolé, c'est que tu es connecté à la réalité et ça t'évite de réfléchir dans le vide. Si ce point est un petit peu abstrait, je t'invite à penser un instant à l'élite politique parisienne, ou à ces personnes du siège, comme on dit souvent dans le monde corporate, qui ne comprennent rien à ce qui se passe dans les branches inférieures. Est-ce que tu ne vois pas que ces personnes sont déconnectées de la réalité? Est-ce que tu n'as pas déjà entendu quelqu'un te dire « Ouais, non, mais de toute façon, les politiques parisiens, ils ne nous comprennent pas. » Ou alors « Ouais, mais de toute façon, les gens du siège,
Ils ne savent pas ce que c'est la vie ici. Ils nous disent de faire des économies, mais on ne peut pas, on n'a pas les moyens. Je pense que tu as déjà entendu tout ça. Et ce que ça veut dire, c'est que l'isolement est dangereux. Simplement parce que quand tu réfléchis dans le vide, quand tu réfléchis sur des bases qui ne reposent sur aucune réalité, fatalement tu te déconnectes des gens et ton impact sera extrêmement limité. C'est exactement la même situation pour les entrepreneurs qui restent extrêmement théoriques. Pour des entrepreneurs qui construisent un produit dont personne n'a besoin. Sauf que si tu ne te confrontes pas au marché, si tu ne vas pas vérifier, si tu ne vas pas demander aux gens, si tu ne vas pas leur vendre ton produit même avant qu'il ne soit achevé, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais si ton produit en valait la peine ou pas. Tu ne sauras jamais si quelqu'un voulait te l'acheter ou pas. Et tu ne le sauras pas avant de le sortir, avant peut-être d'avoir mis des années d'efforts dans ce produit. Et imagine un petit peu la difficulté psychologique de se retrouver après 1 an, 2 ans, 3 ans à avoir développé un produit qui fait un énorme flop. Est-ce que tu vois un peu à quel point le sens que tu as dans ta vie à ce moment-là vient de disparaître? Pendant 2 ans, tu étais enthousiaste, tu t'étais dit que tu allais faire un truc génial, qui allait révolutionner l'humanité, et puis ça arrive sur le marché et fuite, rien ne se passe. Je pense que c'est assez déprimant. Et justement, le fait de rester connecté à la réalité, d'être ancré dans des groupes et avec des gens, ça permet de connaître les tendances, ça permet de savoir quels sont les réels problèmes des gens, et ça te permet de proposer des solutions adéquates. Ça te permet de ne pas rester de ne pas rester sur le mont Olympe, déconnecté de toute réalité, et de prendre des décisions qui finalement n'ont aucune application concrète. Je ne sais plus à quel nombre d'avantages on en est, mais un des avantages du collectif, c'est évidemment la santé mentale. Alors, je vais faire un petit point rapide dessus, parce que là, on est dans une période où tout le monde a pu expérimenter ce que ça voulait dire d'être seul. Si tu écoutes ce podcast dans très longtemps, on est pendant le 2e confinement qu'il y a suite à l'épidémie de Covid-19. Et là, pendant ce temps, je pense que beaucoup de personnes se sont rendues compte à quel point, même si leurs collègues les font un peu chier, même si ils se sentent pas forcément au top au travail, même s'il y a plein de trucs qui vont pas à 100%, ils se rendent compte à quel point c'est important d'être entouré et d'avoir des gens autour de soi. Rien que des gens juste pour partager, en fait, juste pour être là, même si on les aime pas, même si ils ne sont pas vraiment nos amis, c'est important pour nous d'être entourés. Et je ne donnerai évidemment pas de nom, et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais quand on est entrepreneur, et notamment en ligne, et qu'on travaille seul, on peut faire des très belles carrières en étant seul et en ayant simplement quelques prestataires qu'on voit une fois de temps en temps par Skype pour gérer un business entier qui peut faire même des millions d'euros par an. Le problème, c'est que certains d'entre eux finissent par péter un plomb en fait. Ils pètent un plomb, ils sont complètement névrosés, ils ne savent plus quelles sont les références, ils ont l'impression d'être trahis. J'en ai connu plusieurs comme ça, des gros entrepreneurs qui sont aujourd'hui très connus en ligne, alors pas du public B2B ni rien, mais des gens qui ont quand même une présence et qui sont suivis par quelques dizaines de milliers de personnes, et qui en fait craquent. Elles craquent parce que peut-être qu'elles se sentent seules, je ne sais pas quelle est la cause exacte parce que je ne suis pas leur psy, mais simplement, quand on est tout seul, on finit par se névroser, et donc c'est important d'équilibrer tout ça et de se sentir bien dans un groupe, dans un collectif, et encore une fois, je te renvoie au caractère social de l'être humain dont on a déjà parlé. Ensuite, j'ai encore 2 avantages dont j'ai envie de te parler. Le premier, c'est que le lien, c'est la base du pouvoir. On l'a dit dans la définition du pouvoir au tout départ, si tu ne peux pas influencer quelqu'un à faire quelque chose, tu n'as pas de pouvoir. Et dans ce cadre, je pense qu'il faut faire une distinction importante. Cette distinction, c'est que du pouvoir, tu peux en avoir, et tu peux en avoir, mais qui n'est pas dirigé vers toi. Je m'explique. Un SDF qui est sur un trottoir, qui est plein de caddies, qui a plein d'objets avec lui, donc à Paris on en voit beaucoup malheureusement, a un pouvoir, parce qu'il fait changer les gens de trottoir. Donc, dans la définition du pouvoir qu'on a employée dès le début de cet épisode, il a un pouvoir parce qu'il fait faire quelque chose aux autres qu'il n'aurait pas fait sans lui. Néanmoins, je pense que tu vois tout de suite la limite de ce pouvoir, parce que même s'il a un pouvoir, il ne parvient pas à le diriger dans sa direction. C'est-à-dire que le fait que la personne change de trottoir ne lui apporte aucun bénéfice, à moins que ce soit un petit jeu, mais je ne pense pas qu'on soit dans ce cadre-là.
Et donc ce que je veux vraiment amener à nuancer, c'est que le lien ne suffit pas pour avoir du pouvoir. Il faut à la fois avoir cette influence et à la fois réussir à la diriger vers nous. Et c'est ce que certains savent très bien faire. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle le lien te donne du pouvoir et la raison pour laquelle des liens plus forts te donnent du pouvoir, c'est parce que ça augmente ta capacité à influencer les autres. Est-ce que tu ne fais pas bien plus vite confiance à quelqu'un s'il t'est présenté par un ami? Est-ce que quelque chose que tu vois tout le temps ne devient pas plus familier, habituel et sympathique? C'est exactement le but de la publicité. Tu le sais comme moi, il y a des publicités qui se répètent, qui se martèlent encore et encore. Et avec cette répétition, un lien commence à se créer. Un lien entre ton inconscient, entre l'inconscient collectif et la marque en question. C'est également le cas de la fraternité militaire. La fraternité militaire, je ne sais pas si tu as déjà regardé des documentaires au sujet de l'armée, mais pour le peu qu'on peut en voir, on se dit « Waouh, c'est fou !» Où peut-on retrouver une telle solidarité, un tel esprit de corps ailleurs? Est-ce que c'est possible de créer ça en dehors de l'armée? Et là, finalement, la fraternité militaire est basée sur deux choses. Premièrement, un lien, et un lien qui se renforce et qui se crée par des épreuves communes, et aussi par une confiance. Une confiance et une répétition qui, à force d'avoir répété ensemble, à force d'avoir fait des choses ensemble, à force d'avoir vécu des aventures ensemble, on finit par être lié par quelque chose qui est peut-être même plus fort qu'un lien familial dans certains cas. Et donc ces gens sont capables de tout, les uns pour les autres. Quand tu entends certains témoignages de militaires, tu dis, moi, je sais que chacun de mes camarades pourrait se prendre une balle pour moi, et c'est réciproque, ils le savent aussi. Et ça, c'est quelque chose où tu vois que le pouvoir est à son comble. Parce que si tu sais que l'autre prendrait une balle pour toi, tu sais que s'il te dit quelque chose, ce sera pour ton bien, et du coup, tu auras beaucoup plus facilement tendance à respecter ce qu'il va te dire, et à te dire que c'est dans ton intérêt à toi. Et c'est exactement ça le cas des amis. Finalement, quand tu as des très bons amis, tu respectes leur avis parce que tu sais qu'ils le disent dans ton intérêt. Mais le lien a également un effet pervers. En tout cas, un effet pervers si tu veux rester seul. Parce qu'en fait, comme le lien se construit dans la durée, comme le lien se renforce avec les années, le fait de quitter la société, de se retirer, de se mettre un petit peu en ermite pour nous permettre de réfléchir, de mieux conceptualiser, nous coupe de ce lien et rend d'autant plus difficile le retour. Parce que quand tu vas revenir, tu vas repartir de zéro. Et des gens qui repartent de zéro, il y en a beaucoup des étudiants. Il y en a beaucoup des jeunes qui partent de zéro en amitié, qui ont besoin de se refaire plein de choses. Il y a quelques personnes qui déménagent aussi un petit peu à tous les âges. Mais globalement, plus tu es jeune, plus c'est facile de faire des nouvelles rencontres parce que les gens sont ouverts à ça. En revanche, quand tu as déjà 50 ou 60 ans, si tu as un cercle d'amis bien établi dans ta région, tu n'as pas forcément envie de rencontrer de nouvelles personnes, tu n'as pas forcément envie d'inclure de nouvelles personnes dans ton groupe. Donc ça devient de plus en plus difficile avec le temps, plus tu as été en dehors de la société, entre guillemets, ou plus tu as été en dehors de ces groupes, plus ça va être compliqué de revenir à la civilisation ensuite. Alors bien sûr, quand je dis revenir à la civilisation, ça paraît un peu extrême, genre le mec il est parti dans une grotte et puis il est revenu ensuite. On n'en est pas là, toutes les nuances sont possibles, je pense que tu l'as compris. Le dernier avantage d'être parmi la foule, d'être avec les gens, c'est que tu es protégé par la foule. Alors, inutile de te préciser que dans les 48 lois du pouvoir, qui est bien sûr un livre de Robert Greene, je crois que j'ai oublié de le préciser au début de l'épisode, il nous parle des 48 lois du pouvoir dans un but et dans une perspective qui est historique. Et donc pour lui, ce qu'il nous dit, c'est que la foule te protège de l'assassinat notamment. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui pour les terroristes. Les terroristes qu'on a aujourd'hui ne vont pas se planquer dans des grottes ou dans des montagnes. Ils vont dans des villages en plein milieu de civils, ce qui fait qu'on est incapable de les bombarder. Simplement parce que si on les bombarde, on tue tout le monde avec. Et les Occidentaux ne souhaitent pas le faire. On ne souhaite pas tuer des innocents. Peut-être que cette réalité d'assassinat, etc. est un petit peu éloignée de toi, et je te l'accorde, c'est aussi très éloigné de moi. Mais il y a quand même une notion qui est très importante ici, c'est que la foule te protège également au niveau de ta réputation. Tout ce qui est au niveau de la réputation, on en a déjà parlé dans un épisode, dont je vais te reparler ensuite après, je crois que j'ai noté le numéro de l'épisode, mais en tout cas je crois que le titre c'est « Protège ta réputation comme la prunelle de tes yeux ». En fait, la réputation, si tu ne te la crées pas toi-même, ce sont les autres qui vont te la créer par des rumeurs, par des avis comme ça qui partent. Et moins on a d'informations, plus on va extrapoler les choses. L'endroit où
où je pense que la réputation est particulièrement importante pour te protéger, c'est dans tout ce qui est scandale, et notamment aujourd'hui avec la sorte de justice populaire qui s'opère sur Internet, avec des gens qui sont complètement décrédibilisés, dont la carrière est détruite, avant même qu'ils ne soient réellement jugés. Je pense notamment à tous les scandales sexuels qui arrivent. Alors, je ne suis pas là pour dénigrer ces scandales, je suis pas là pour dire que c'est bien ou mal, je suis simplement là pour dire que peut-être qu'on devrait se méfier. Peut-être que on devrait faire attention parce que condamner quelqu'un sans même avoir de preuves, ni de jugement, ni de justice, moi ça me semble problématique. Et notamment pour toutes les personnes qui sont exposées médiatiquement ou pas. Imagine que sans que tu n'aies rien fait, c'est surtout valable si tu es un homme, mais on pourrait penser ça si tu es une femme pédophile par exemple, qu'on t'accuse de pédophilie que tu ne l'es pas réellement. Imagine que ça te tombe sur le coin de la figure un jour. Imagine la destruction qui peut se passer autour de toi, surtout pour les gens qui ne te connaissent pas, qui ne te connaissaient pas avant, et qui, d'un coup, auront la seule image de toi de celle d'un monstre. Imagine à l'inverse que tu aies une réputation d'une personne qui est très droite, que tu aies des amis, que tu aies construit tout ça au fil du temps et que les gens te fassent confiance. À ton avis, dans quel cas est-ce que tu vas le mieux t'en sortir ? Dans quel cas est-ce que tu sortiras, sinon grandi, tout au moins vivant de tout cela ? Si jamais ta réputation est déjà bien ancrée, si jamais on connaît ta valeur, si jamais on sait qui tu es, forcément, toutes ces accusations infondées auront beaucoup moins de prise sur toi. Bon, en revanche, si tu l'as vraiment fait, bah là, oui, les accusations prendront encore plus prise parce que ce sera ta réputation. Mais là, je veux dire, bien fait pour toi. Donc je pense que ce qu'il faut bien retenir, c'est que la foule te protège parce que ta réputation empêche les rumeurs de te définir. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides des informations que tu fais passer, alors que si tu en es trop écarté, l'inconscient collectif te créera une réputation. Je pense que maintenant tu l'as compris avec cette partie, la vie d'ermite n'est pas bon du tout pour le pouvoir, néanmoins, l'intégration, la vie en collectivité a certains inconvénients qu'il va falloir pallier. Maintenant, dans cette seconde partie, on va voir comment avoir le beurre et l'argent du beurre. Comment éviter tous les dangers du collectif, tout en profitant au maximum de ses richesses. Je vais commencer par t'expliquer comment éviter ces dangers, puis ensuite on enchaînera sur comment en profiter au maximum et comment avoir un maximum de valeur dans un groupe pour à la fois en tirer profit, tirer les autres vers le haut et également gagner en pouvoir. Je pense que tu l'as remarqué, dans la société d'aujourd'hui, avec les moyens de communication d'aujourd'hui, on a de moins en moins de temps pour nous. On est sans arrêt chargé, on est sursollicité, on consulte tout le temps notre boîte mail, ce qui fait qu'on manque cruellement de concentration. On se retrouve à papillonner dans tous les sens, avoir fait des journées hyper longues, mais sans avoir réellement accompli quoi que ce soit. On se retrouve aussi, bien souvent, un peu le nez dans le guidon. On n'a pas de recul, on agit dans tous les sens, on a l'impression de s'agiter à défaut d'efficacité. Et puis enfin, on a du mal à développer nos idées. On a du mal à apprendre des nouvelles choses, on a du mal à progresser. C'est ce que je constate chez beaucoup de mes clients dans mon activité de coach en productivité. C'est qu'ils se retrouvent dans une situation où ils travaillent énormément et finalement, ils ne peuvent plus rien faire d'autre. Si bien qu'ils se retrouvent incapables de progresser, ils se retrouvent sur une pente décroissante permanente, ce qui fait que, progressivement, ils touchent le fond. Et ce qu'on veut éviter ensemble, c'est tout ça. La solution à tous ces problèmes, c'est d'utiliser la psychologie et la science de la productivité pour nous aider à nous dépatouiller de tout ça, à réussir à prendre du recul et à nous permettre de vraiment être efficaces tout en profitant au maximum de ce que nous apporte le groupe. Pour ça, moi ce que je te propose, c'est de t'expliquer en quelques points très rapides le système riche de temps. Le système riche de temps, c'est ce que je transmets aux entrepreneurs surbookés et aux salariés ambitieux qui font appel à moi en coaching. J'en parle aussi régulièrement sur le blog riche-2-temps.fr. Et là, ce que je veux te donner, c'est les 3 grands piliers principaux qui vont déjà te donner une idée de comment tu vas pouvoir faire toi dans ton quotidien pour réussir à prendre du recul et réussir à mieux réagir et à mieux réfléchir dans ton quotidien.
La première chose essentielle qu'on oublie tout le temps et que tous les coachs en productivité négligent ou alors ne connaissent pas, je ne sais pas, c'est se poser la question de qui je suis, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, quelles sont mes envies, où est-ce que j'ai envie d'aller en fait. Et tout ça, c'est très important parce que ça va te permettre de définir la suite, de définir les piliers suivants. Donc une fois que tu as défini qui tu es, une fois que tu as défini ce que tu voulais vraiment au fond de toi, il est temps de savoir le quoi. Le quoi, c'est quel est l'objectif? Et ça, c'est également valable pour une entreprise. Quel est l'objectif? C'est qu'est-ce que je veux avoir? Est-ce que je veux plus de clients? Est-ce que je veux plus de chiffre d'affaires? Est-ce que je veux fidéliser davantage mes clients? Quel est l'objectif précis? Ces deux premiers piliers, c'est le recul indispensable pour te permettre de vraiment aller plus loin. C'est le recul indispensable qui va te permettre de toujours avoir la bonne réaction et de ne pas te laisser emporter, de ne pas te laisser submerger. Donc, une fois que tu t'es posé ces questions, tu dois les incarner. Et les incarner, ça va se transmettre dans tes priorités à toi. Tes priorités, ça va être au quotidien, qu'est-ce que je veux faire en premier? Donc qu'est-ce que je veux faire en premier? Évidemment, les actions qui me rapprochent de mon objectif, et cet objectif est lui-même défini par mes qualités, mes défauts et mes envies. Et c'est exactement pareil pour une société, je le répète. Et puis ça va aussi donner des priorités pour les domaines de progression. Par exemple, si tu sais que ton objectif c'est à terme de changer de travail pour devenir consultant en gestion du temps, eh bien il va falloir que tu commences par apprendre la gestion du temps. Et donc peut-être que tu vas devoir lire X bouquins et que tu vas devoir en faire une priorité. Simplement, si tu ne sais pas quel est ton objectif en amont, si tu ne l'as pas bien en tête, tu ne feras jamais les bonnes actions. Donc ce qu'il faut retenir d'ici, c'est que en fonction de qui tu es, de ce que tu veux faire, tu as des priorités qui en découlent et tu as toujours le temps de les faire parce que tu te concentres sur l'essentiel. Et justement, comment faire ça? C'est l'étape comment, donc on est qui, quoi, comment. Le comment, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de la théorie à la pratique. Parce que j'en connais des gens qui définissent un peu leurs priorités, qui font leurs petits trucs, et puis finalement, leur prise de recul est complètement inutile, parce qu'ils sont incapables de l'appliquer dans leur quotidien, et je sais à quel point c'est difficile, et toi aussi, à des moments, on se lance un petit défi, on se dit ouais, super, je vais progresser dans ce domaine, et puis on se rend compte que c'est plus dur que prévu, on se rend compte qu'on a d'autres priorités, d'autres envies, et finalement, on peut abandonner. C'est un petit peu comme les bonnes résolutions de début d'année. Là, ça tombe bien, ce podcast sort en fin d'année. Mais les bonnes résolutions, ça ne fonctionne pas parce que en théorie, c'est beau, mais en pratique, ça ne s'applique pas. Et donc, le comment, c'est finalement comment réussir à incarner ce que tu as décidé au quotidien. Donc, si tu veux en savoir plus, tu vas sur richedetans.fr et tu t'inscris à mes emails quotidiens. Et puis sinon, il y a aussi plein d'articles sur richedetans.fr qui te permettront d'aller plus loin. Mais là, je peux pas te résumer tout ça. C'est des centaines d'articles, et c'est tout ce que je transmets à mes clients en coaching. Donc je peux pas te donner ça en un seul podcast. Néanmoins, garde bien ça à l'esprit. Si tu ne sais pas comment être efficace, si tu ne contrôles pas ta productivité et que tu n'arrives pas à faire ce que tu prévois de faire, tu te retrouves devant un problème qui te privera à jamais de pouvoir. Maintenant qu'on a vu comment éviter tous les dangers du collectif, on va voir comment en profiter au maximum. Et ça, j'ai décidé de te le résumer en 3 points. 3 points qui font que tu as une vraie valeur et que les gens ont envie d'être avec toi. Le premier point, c'est d'être sympathique et agréable. Ça, tu le sais comme moi, on préfère être avec des gens souriants, heureux et agréables qu'avec des gens qui font la tronche et qui sont chiants. Donc première chose, avoir le sourire. Deuxième chose, intelligence sociale. Ça reste dans ce côté sympa et agréable. Si t'as quelqu'un en dépression en face de toi, t'évites de la motiver, de lui dire allez go, c'est bon, fais tes objectifs, c'est parti. Parce que évidemment, elle n'est pas en état de faire ça. Donc il faut avoir ce doigté, mais je pense que tu l'as, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Il faut avoir cette présence d'esprit de se demander, mais en fait, qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Est-ce que je peux pas l'aider d'une manière ou d'une autre? Est-ce que je ne devrais pas me taire? Est-ce que je devrais pas partager justement quelque chose d'enthousiasmant pour l'aider à se remettre d'aplomb? Tout ça, c'est des choses qui sont à savoir, et en fait, comme tu es un humain, tu as cette capacité-là, et si tu trouves que tu ne l'as pas assez, tu as juste à la travailler en te demandant, en te mettant à la place des autres. En fait, c'est toujours ce que, je sais pas, moi, mes parents m'ont beaucoup dit ça, c'est mets-toi à la place des autres. Et quand tu te mets à la place des autres, tu te dis, tiens, s'il est arrivé en retard, c'est peut-être pas qu'il me respecte pas, c'est peut-être juste qu'il a un bouchon, ou c'est peut-être juste que son poisson rouge est mort, ou peut-être que sa fille a été malade, ou peut-être qu'il y a autre chose. Mais voilà, c'est te mettre à la place des autres pour réussir à entrer en empathie avec eux. Pour continuer sur la sympathie et l'agréabilité, c'est le côté sincère. On déteste tous avoir des gens qui sont à moitié en train de magouiller, en train de nous arnaquer. Donc,
sois sincère, sois toi-même, n'essaye pas de te draper de toutes les belles qualités. On sait que tout le monde est imparfait, ça tout le monde en a la conviction profonde, et si tu fais semblant, si tu joues à la personne parfaite, tu seras simplement insupportable, fausse, et personne ne souhaitera traiter avec toi parce qu'on se dira où se cache le loup. Ensuite, il faut que les gens, en fait, quand ils passent un moment avec toi, ils sachent qu'ils vont passer un bon moment. Alors là, attention, je ne te dis pas d'être un extraverti, clown du village, qui fait marrer tout le monde. Ce n'est pas l'objectif, d'ailleurs, personnellement, j'en serais bien incapable. Mais, en fait, ça se base sur autre chose. Il y a d'autres qualités qui font que c'est agréable de passer un moment avec toi. Il y a bien sûr toutes celles dont on vient de parler, mais il y a aussi le fait de ne pas prendre toute la place, donc là on retourne un petit peu sur l'empathie, le fait d'être souriant et de parler des autres, parce qu'il y a des gens qui sont insupportables, qui ne parlent que d'eux. Je pense que tu en connais certains. Ces gens, tu leur parles d'un truc, et puis dès qu'ils ont l'opportunité, ils en profitent pour déballer toute leur vie. Ça, c'est insupportable. Veille bien à ne pas être cette personne-là, et veille bien aussi à justement à encourager les autres à parler. En fait, il y a des expériences extrêmement intéressantes en psychologie sociale qui ont été réalisées, et on remarque que quand on fait des expériences avec des gens qui discutent entre eux, et ensuite on demande aux personnes lesquelles t'as trouvé les plus sympas. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que les gens qu'on trouve les plus sympas, les gens on se dit putain c'est une belle personne, c'est souvent ceux qui ont le moins parlé dans l'interaction. C'est-à-dire que le mec a l'impression de pas avoir dit un mot, et puis celui d'en face, juste le fait d'avoir été écouté, juste le fait que, pour une fois, j'ai pu en placer une, et j'ai été écouté, et vraiment le mec a rebondi, il était attentif à ce que je lui disais, il se sent tellement valorisé qu'il te trouve intéressant. Donc ça c'est assez marrant, parce qu'en plus ça ne demande aucun effort, enfin si, ça demande un effort plus difficile qu'il n'y paraît, celui d'écouter, et d'être un petit peu plus fin qu'on est habituellement dans nos interactions. Dernier petit conseil sur le côté sympa et agréable, c'est aie des petites attentions. Les petites attentions, c'est pas uniquement pour les gens dont tu es amoureux, c'est aussi pour tous les autres. Pour leur montrer qu'ils ont une importance particulière, pour leur montrer que tu te rappelles des conversations et pour leur montrer qu'ils ont un statut particulier. Tu peux pas savoir à quel point ça fait plaisir de recevoir une petite note qui me dit « Ah tiens, comment s'est passé ton examen ? Ah tiens, comment s'est passé telle chose ? Ah tiens, comment ça progresse dans ta vie ? Ah tiens, comment progresse ta boîte ?» En fait, tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde parce que ça te valorise. Et donc ça, il n'y a pas de secret. C'est assez difficile de se rappeler tous les détails de toutes nos conversations avec tout le monde. Et pour ça, il y a 2000 ans, on a inventé un truc génial qui s'appelle l'écriture. Et toi, tu peux aussi utiliser ça, enfin c'est même il y a plus de 2000 ans, je me suis égaré là, je ne sais pas depuis combien de temps c'est, d'ailleurs je vais y rechercher ça après l'épisode, depuis combien de temps a été inventée l'écriture. Mais bref, tu m'as compris, l'écriture est importante, et pour ça, n'hésite pas à prendre des petites notes. Quand tu viens de sortir d'un rendez-vous, note-toi, Jean-Pierre a son examen le 12 décembre. Et comme ça, le 14 ou le 15, tu lui dis « Alors Jean-Pierre, comment ça s'est passé ?» Et ça, les gens sont toujours ravis. Fais en sorte de noter les anniversaires, les petits événements, les choses qui seront importantes pour la personne, et ça te permettra en plus de prendre des nouvelles sans être un peu le mec pâteau qui envoie un message du genre « Salut, ça va ?» Au lieu d'être comme ça, tu apportes de la valeur instantanément, et au lieu d'être en demande de comment ça va, et on se dit putain le mec mais qu'est-ce qu'il me veut en fait, est-ce qu'il veut pas m'arnaquer à la fin, ou est-ce qu'il veut juste parler avec moi par intérêt? Là, le fait de prendre des nouvelles de l'autre se sent valorisé, se sent heureux, et rien que ça a de la valeur pour lui. Donc il n'a même pas besoin de savoir quelle est ton arrière-pensée, parce que simplement juste le fait de discuter avec toi est agréable et sympathique. Le point suivant, après être sympa et agréable, c'est avoir une réputation et de la crédibilité. Donc ça, la réputation, je t'avais dit que j'allais t'en reparler tout à l'heure, c'est l'épisode 5 du podcast « Protège ta réputation comme la prunelle de tes yeux ». Donc, dans cet épisode, je t'explique tout en détail sur comment justement défendre ta réputation, dans quel moment elle est cruciale ou pas, et du coup je vais pas tout redétailler ici parce que ce serait trop long, et puis de toute façon l'épisode, je vois qu'il commence à traîner un petit peu en longueur. La seule chose que je veux te ressouligner par rapport à cet épisode, c'est la fiabilité. La fiabilité, c'est que quand tu dis « je t'aurai envoyé ce mail demain avant 9h », eh bien ce mail sera envoyé demain avant 9h. Il y a des gens, ils te disent des trucs, et puis ils le font 3 semaines après, et puis ils le font 2 jours après, 2 heures après, 4 heures après, peu importe. Ce que je veux, c'est que pour ta réputation et ta crédibilité, quand tu fais un truc, tu le dis. Fais ce que tu dis, et dis ce que tu fais, point. Le dernier point dont j'ai envie de te parler, et c'est bien celui qui fait toute la différence entre les gens qui sont entourés, qui ont des bonnes relations, et les autres, c'est d'être un créateur
d'opportunités. Être un créateur d'opportunités, ça s'axe sur pas mal de choses différentes dont je vais te parler maintenant, et puis je te conseillerai aussi un épisode de podcast dans lequel j'ai déjà parlé de ce côté de se rendre indispensable. En fait, être un créateur d'opportunités, ça commence par une chose, c'est d'arrêter la passivité. Je vois trop de gens qui se plaignent de tiens, ma vie n'est pas assez remplie, tiens, moi je suis pas invité à tous les after-work et toutes les soirées, tiens, etc., etc. Je ne suis pas aussi intégré que je voudrais, etc. En fait, la question c'est, si tu n'as pas assez de choses, pourquoi est-ce que toi-même, tu n'organises pas les choses? Pourquoi est-ce que toi-même, tu ne déciderais pas, tiens, mais j'ai ces deux amis qui ont des spécialités complémentaires, qui ont en plus des personnalités, je pense qu'ils s'entendraient bien ensemble, pourquoi est-ce que tu n'organiserais pas un petit dîner pour les faire se rencontrer? En disant à l'un à l'autre, bah tiens, j'ai un mec trop cool à te présenter, si tu veux on se fait un petit dîner, on ira au café ou à tel bar ou à tel restaurant, et puis comme ça on pourra discuter. Ça, c'est être une opportunité, c'est créer des connexions dans ton réseau. Il y a aussi d'autres manières d'être une opportunité. Tu peux être une opportunité en ayant des compétences utiles, des compétences qui vont aider ton réseau dans plein de choses différentes. Bah, par exemple, dans mes compétences, il y a la productivité. Donc, j'ai souvent des questions de mon réseau sur la productivité. Tiens, j'ai tel truc à faire, comment m'y prendre, etc. Donc, c'est souvent assez difficile d'y répondre parce que, en fait, la productivité, ça prend en compte tellement de choses que simplement en 2 secondes, en un message, c'est très très dur d'avoir une vraie réponse. Mais bon, moi, ça me fait plaisir de les aider. Il y a le côté patrimoine, parce que j'étudie ça, et donc j'ai pas mal d'amis et de familles qui me demandent, bah tiens, oui, j'ai ça, est-ce que mon notaire a fait le bon truc, est-ce que je devrais investir plutôt là-dedans ou là-dedans? Donc ça, voilà, le fait d'avoir ces connaissances-là, ça fait que je suis une opportunité pour les autres, parce qu'ils se disent, bah comme Lucien s'intéresse à l'investissement et au patrimoine, eh bien, je vais lui poser des questions, parce que moi, j'ai pas forcément le temps ni les compétences de m'y intéresser, du coup, ça a de la valeur pour moi d'avoir un avis éclairé d'une personne en qui j'ai confiance. Il y a aussi l'aspect entreprise en ligne et marketing. Je connais pas mal de coachs parce que je le suis moi-même et donc entre confrères que je rencontre, je suis souvent assez avancé dans l'aspect entrepreneurial et marketing parce que c'est des trucs qui moi m'intéressent beaucoup. Du coup, souvent je les aide, souvent on me pose des questions sur ah oui tiens mais comment t'as fait tel truc, comment tu fais pour que les clients viennent entre guillemets tout seuls, comment tu fais tout ça. Et donc ça, moi ça me permet de les aider et toutes ces compétences me permettent d'être utile et d'être une vraie opportunité pour les autres parce que non seulement je peux leur apporter par mes compétences à moi dans des domaines qui sont utiles pour eux, mais en plus je peux les connecter à d'autres gens parce que je connais pas mal de personnes grâce à toutes les activités assez variées que j'ai pu faire. Et donc là finalement, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que mon réseau me demande conseil? Est-ce que éventuellement les gens ne savent pas quelles sont mes compétences? Et c'est bien là tout l'enjeu. C'est qu'en fait, il y a toujours 2 étapes pour avoir des compétences utiles et être une opportunité. La première étape, c'est de créer la compétence, c'est de développer ta compétence réelle. C'est-à-dire que si par exemple tu veux aider les gens dans leur gestion de patrimoine, il va falloir que tu apprennes de la fiscalité, que tu apprennes de la finance, que tu apprennes plein de matières de droit différentes, et qu'ensuite tu puisses les aider. Avant d'avoir ces connaissances-là, tu seras simplement un charlatan si jamais tu les aides. Et ensuite, la deuxième étape, c'est une fois que tu as la compétence réelle, il est temps de la montrer, il est temps de développer ta compétence perçue. C'est-à-dire que ça ne se fait pas en faisant des démonstrations en permanence. Mais par exemple, si quelqu'un te pose une question, tu sais lui répondre d'une manière un petit peu plus argumentée que la moyenne. Si quelqu'un me parle de productivité, j'aurai toujours une réponse plus pertinente que le pecno du coin, simplement parce que ça fait 4 ans que c'est mon boulot tous les jours. Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer progressivement ta compétence réelle et perçue et que tu vas réussir à devenir une opportunité pour les autres. Maintenant, pour tout ce qui est d'être une opportunité, j'en ai fait un épisode complet dans Pouvoir et Influence qui s'appelle « Rends-toi indispensable ». C'est l'épisode numéro 11 du podcast que je t'invite évidemment à aller écouter de ce pas. En tout cas, j'en ai terminé pour l'épisode du jour. Je pense que on a fait un beau survol de toutes ces notions-là et maintenant, il est temps de reprendre tes notes, de reprendre ce que tu as en tête et de le mettre en application en fait. Parce que toutes ces notions un petit peu théoriques, une fois que tu les appliques en vrai, tu vas voir la différence que ça fait, c'est fantastique. Il me reste une dernière chose à te dire, c'est parle de ce podcast à un ami. J'ai envie d'utiliser le bouche à oreille parce que c'est beaucoup plus romantique, amusant, stimulant, et c'est aussi ça, être une opportunité pour ton réseau en fait. Si tu leur dis, tiens, moi j'ai écouté telle conférence, là par exemple, il y a un truc que j'ai écouté récemment, c'est Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, Jancovici, c'est un consultant en climat, il parle de plein de trucs qui sont hyper intéressants. Et il parle notamment du changement climatique et tout ça, et j'en ai parlé à tout le monde. J'ai écouté une de ses conférences, je me suis dit, mais putain, le mec est
tellement intéressant. Il me parle avec des termes clairs et précis, et pour une fois, l'environnement qui d'habitude est traité avec émotion, est traité avec vraiment beaucoup de rationalité et un discours très bien construit. Et donc ça, je l'ai partagé à tout le monde. Et justement, j'ai envie que Pouvoir et Influence se partagent de la même manière. C'est-à-dire que les gens entendent de quelqu'un, tiens, mais écoute Pouvoir et Influence, c'est trop bien, j'ai appris tel et tel truc. Donc voilà ce que je te demande, c'est vraiment le truc que tu peux faire pour m'aider, c'est ça. Et puis après, en option, tu peux aussi mettre une note 5 étoiles sur iTunes, si tu es sur iPhone ou autre, pour permettre au podcast de mieux se référencer et à d'autres personnes de le découvrir. Voilà, en tout cas, je te retrouve le plus rapidement possible. En tout cas, ce sera un dimanche à 10h30. Bye.